Bonsoir, chers amis. Une fois de plus, je suis heureuse de vous retrouver à l'émission Quand le passé se fait présent. Laissez-moi d'abord remercier le personnel du Centre de bénévolat, point de service du Cap de la Madeleine, ainsi que les employés de Vidéotron qui cette émission. Notre invité de ce soir est un homme dont l'amour est le mot le plus important dans la vie. Pour lui, aimer, c'est d'abord aller rejoindre l'autre dans sa réalité quotidienne. C'est l'écoute attentive au-delà des apparences. C'est l'aide sans condition. C'est parce qu'un jour, Jean Arvizet a expérimenté une rencontre personnelle avec le Christ qu'il a décidé de vouer sa vie au service des autres. Monsieur l'abbé Arvizet, je suis heureuse de vous recevoir ce soir à l'émission Quand le passé se fait présent. Merci bien. Bonsoir. Nous allons commencer l'entretien par un mot qui a retenu toute mon attention. Vous m'avez dit avoir établi une généalogie de vos ancêtres. Petite question personnelle au départ, qu'est-ce qui pousse un homme ou une femme à établir une généalogie? Je dirais probablement une saine curiosité de savoir d'où on vient exactement. Et comme nous autres ici, on est je dirais, une nation plutôt neuve d'un côté. Quand je dis neuve parce que ça fait seulement 300 ans qu'on est établi ici, en Nouvelle-France, qui est devenu le Québec. Eh bien, on sait que la majorité des Québécois, surtout ceux qui sont de souche française, eh bien, sont, je dirais, préoccupés, curieux de savoir de quelle partie de la France qu'ils viennent, tout simplement. Et c'est ça qui m'a porté, qui m'a poussé à chercher d'où venaient mes ancêtres. Du côté des Arvizet, papa, et du côté des Villemur, en ce qui regarde maman. Vos ancêtres viennent tous d'Europe. Oui, oui, de France. Maintenant, c'est bien long établir une généalogie. Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait moi-même. Ça n'est pas vous. Oui, j'ai fait quelques recherches, mais je me suis fait aider surtout. C'est ça qui m'intéressait avant tout simplement. Et puis alors, donc vos ancêtres viennent d'Europe. Oui. Est-ce qu'il reste des traces dans la mentalité de la famille de leur séjour là-bas? Est-ce que, je ne sais pas, moi, certaines habitudes qu'ils auraient que vous auriez remarquées? Sûrement. Mais il faut dire que papa a commencé à être un Arvizet qui est arrivé aux Vieilles Forges en 1755 seulement. Oui, c'est loin. Alors, ça veut dire qu'il venait de Bourgogne. Probablement qu'il est venu s'établir ici aux Vieilles Forges pour travailler dans les Vieilles Forges. Tandis que maman, j'ai découvert que maman, son nom de Villemur, était un Lefebvre de Villemur. Alors, on est remonté jusqu'à Batiscan et j'ai actuellement, avec l'aide de Jean-Marc Denomé, remonté jusqu'à la souche comme telle. Je regrette de ne pas l'avoir apporté, cependant, peut-être qu'à une prochaine occasion, je pourrai apporter toute la généalogie. La prochaine rencontre. C'est ça, merci. Maintenant, vos parents, voulez-vous me parler d'eux? Étaient originaires de Shawinigan, votre père? Oui, mais papa, lui, est né à Saint-Paulin. Saint-Paulin. Oui, en 1900, avec le siècle. Oh, c'est facile à retenir. Oui. Et maman, elle est née à Saint-Barnabé. Saint-Barnabé-Nord, comme on appelait. Puis, ils ont habité ensuite Charette en 1904. Ils se sont rencontrés dans les années 27 à peu près, 26, puis ils se sont mariés. Savez-vous dans quelles circonstances ils ont pu se rencontrer? Bien, papa avait entendu dire qu'il y avait des belles filles à Saint-Barnabé. Il s'est rendu là, il s'est fait présenter. Et parce qu'il y avait plusieurs, ma mère avait plusieurs sœurs. Elle n'avait qu'un frère, Eddie. Alors, à ce moment-là, Armand s'est présenté, lui, pour aller voir Dosia. C'est là qu'il deviendrait ma mère. Dosia, c'est un nom assez rare. Qui s'est éteint, je pense. Oui, oui, qui est plutôt rare, oui. Alors, vos parents, en avez-vous un souvenir humain, je veux dire? Quel genre d'homme était votre père? J'ai un souvenir excellent de mes parents. Non pas seulement, par exemple, un peu quand ils sont partis, on peut idéaliser nos parents, oui. Leur attribuer des fois des qualités qu'ils n'ont jamais eues. Hein. Mais quand je regarde derrière moi, puis que je relis un peu l'histoire de notre famille, puis que je regarde mes parents, papa,
maman. Je vous avoue que je garde un excellent souvenir de ça. Papa est un homme qui était consciencieux, fidèle, travaillant. C'est un homme qui était sage. C'est un homme qui avait vraiment le sens des responsabilités. Et même s'il n'était pas instruit avec ce que ça voulait dire dans le temps, une scolarité primaire après une 7e année, papa avait à cœur de nous faire élever, de nous élever comme il faut, et nous donner la meilleure éducation. Il avait l'instruction en bonne estime, si je peux Oui, dire. en très bonne estime. Il avait toujours souffert de ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'il aurait voulu réaliser. Et maman était pareille. Maman n'avait pas une forte scolarité, mais elle avait beaucoup de, ce que j'appellerais beaucoup d'ambition pour nous autres. Elle avait un idéal qui était très grand. C'est une femme qui était très affective, sensible, qui nous aimait beaucoup. Maman, c'est un cœur sur 2 pattes. Ah, c'est beau comme expression. Oui, c'est vrai. Maman, c'est une femme qui aimait, qui avait vraiment choisi d'aimer avant tout. Elle nous aimait beaucoup, puis elle aimait les gens qu'elle rencontrait et tout. Et je crois que c'est ce qu'elle nous a laissé de plus précieux. Des qualités côté cœur, Oui. davantage. Mais vous m'avez dit aussi qu'elle exerçait un matriarcat en douceur. Voulez-vous m'expliquer ça? C'est qu'on peut... Ça jure un peu ces deux mots-là ensemble. Oui, mais on peut facilement deviner que nos mères souvent conduisaient le foyer. Même si c'était le père qui avait l'air de conduire tout et de mener tout. Hein. Parce qu'un homme, ça reste un homme. Il fallait qu'il soit fort. Ça valait être lui qui menait la maison. Il fallait sauver l'honneur. C'est ça. Mais dans les faits, on se rendait compte facilement que là où il y avait une femme qui était forte, qui avait une forte personnalité, eh bien, à ce moment-là, c'est elle qui conduisait, je dirais, la maison dans ce qu'elle a d'intérieur. Souvent, ce qu'on pourrait dire le ministre des Affaires intérieures. Alors, tout ce qui touchait l'éducation, ce qui touchait la tenue du portefeuille, des finances, la bonne gérance de la maison, ça regardait la mère. Oui. Et c'était le cas chez nous. Mais c'est un matriarcat qui se faisait en douceur. Je ne pense pas que à ce moment-là qu'on pouvait, je dirais, faire remarquer ça à l'homme comme tel. Et l'homme l'acceptait bien, lui, avec ça. Même si extérieurement, il peut dire à son ami, à ses amis, c'était vraiment lui qui tenait. Finalement, elle était fine psychologue, votre mère. Oui, très. Elle sauvait l'honneur. Comme plusieurs femmes qui sont très, très fines psychologues et qui savent très bien comment prendre leur homme, tout simplement. Oui. C'est un pouvoir rose, mais qui est là quand même. Finalement, ils étaient bien assortis. Absolument. Pour moi, je crois que oui. Oui. Puis ils s'aimaient, c'était pas sans orage, ils n'étaient pas sans discussion, ils n'étaient pas parfaits non plus, comme personne ne l'est, mais ils ont tiré leur épingle du jeu, ils ont vécu, je pense bien, ils ont fait une vie passablement heureuse. Vous avez bien débuté dans la vie avec des parents de même. Oui. Assez que quand ma mère est décédée, en 80, je me rappelle que j'étais dans l'auto avec ma jeune sœur Pierrette. On avait assisté à la mort de ma mère. Puis en s'en allant, tranquillement, on a dit, on a eu une bonne mère, hein? Tous les deux. Comme réflexion, puis on s'était mis à parler, puis on était revenus tranquillement pour constater tout simplement, d'apprécier le moment qu'on vivait, puis d'apprécier qu'on avait eu des bons parents. C'est ce qu'on disait, pour vrai. Et tous ces souvenirs, là, ça remonte à la plus petite enfance, en général, c'est ça qui vous marque. Ils sont bons. Oui. Oui. Maintenant, des parents comme ça, avec combien d'enfants? 4 enfants. 4 enfants. Oui. La plus vieille, qui est Rolande, l'aînée, qui est née un an après le mariage de papa et maman, en 1928. 5 ans après est née Huguette, la deuxième, et 4 ans après, c'est moi. Alors, papa s'est marié à 27 ans, donc il a eu la première à 28 ans. Maman, à ce moment-là, avait 25 ans, la naissance de son premier enfant, parce qu'ils avaient 4 ans de différence, papa et maman. Et les enfants ont tous 4 ans, sauf l'aîné avec la deuxième qui ont 5 ans. Moi, je suis né, et après ça, Pierrette a suivi 4 ans après moi. Et savez-vous que ça fait quasiment 4 familles différentes? Oui. On avait quand même une grosse différence d'âge entre les effectivement. enfants. Oui. Mais vous étiez le seul garçon? Le seul garçon, oui. Ça vous a marqué d'une façon ou de l'autre?
C'est un univers féminin. Oui. Probablement que ça m'a marqué, oui, probablement. Puis votre père devait être fier d'avoir un héritier à un moment donné. Oui, il était fier, sauf que quand j'ai décidé de faire un prêtre, que je me rappellerai tout le temps qu'il avait dit, quand j'étais revenu à la maison, parce que dans ce temps-là, on portait la soutane, Oui. il avait dit, il y en avait juste un qui n'avait pas de robe, qui est allé s'en chercher une. Il avait le sens de l'humour. Oui, il avait le sens de l'humour, puis à la fois, j'ai l'impression que ça le dérangeait. Ah, Il n'était pas plus heureux qu'il fallait. Mais on n'a pas parlé de la profession de votre père. Mon père était livreur de pain, qui travaillait à la boulangerie donc, Morin. il ne pensait pas que vous alliez Non. reprendre son affaire. Non. C'était pas ça qui le... Non, parce que j'ai l'impression que papa n'était pas nécessairement enchanté de ce qu'il faisait. Il faisait ça parce que, dans le temps, c'était sa façon de gagner la vie de la maison. Il avait été dans les chantiers puis à la drave de 17 ans à 27 ans. Ça avait été très dur. Quand tu peux avoir un endroit stable, un emploi stable, avec sa maison à lui, ça c'était précieux. Ah, c'était Oui. pour la famille. Oui, la stabilité, puis en même temps, je dirais une sorte de stabilité même économique. Même si on Oui. ne vivait pas riche, d'avoir un salaire qui rentrait chaque semaine, T'assure. régulièrement. Oui. Oui. Et maman, pour combler le budget, parce que le salaire de papa ne suffisait pas, maman gardait des pensionnaires. Elle avait 2 ou 3 pensionnaires, parce qu'on avait une couple de chambres chez nous qui était, on avait une maison qui était assez grande. Alors, ça lui donnait l'occasion de garder des pensionnaires. C'était une grande famille, finalement, Oui, tous ensemble. oui, oui, c'est vrai. Mais avez-vous un souvenir, Monsieur l'abbé, de votre petite enfance? Je ne sais pas. Est-ce que vous étiez un petit garçon modèle? Je pense pas. Je pense pas. On m'a dit, j'ai pas tellement de souvenirs, mais on m'a dit que j'étais tannant, très tannant. Je ne sais pas si c'est un tannant qui était sympathique ou pas, mais que j'étais tannant, grouillant, vivant. Il y avait de l'humour chez vous? Dans la maison, beaucoup, Oui. chez nous, beaucoup. Et le souvenir que j'ai de papa, c'est un homme qui avait le sens de l'humour. Et maman répondait bien à cet humour-là. C'est un milieu où on riait beaucoup chez nous. C'était, oui, il y avait de la joie. Peut-être ça qui fait des petits garçons qu'on dit tannants, Peut-être. plus remuants que la Oui. réalité de vie. Et chez nous, à part de ça, il y avait une saine liberté, d'après moi, dans la maison. Une saine tolérance, dans le sens qu'on n'était pas éteint. On pouvait vraiment bouger, évoluer. Je ne dirais pas comme on l'entendait, parce qu'il y avait quand même des balises, mais à l'intérieur de ça, il y avait beaucoup de liberté. Plus de vie. Une liberté où on sentait vraiment l'affection de nos parents. Ça, c'est sûr. Ça vous aide à vous épanouir au Oui, départ. beaucoup, oui. Mais avez-vous souvenir, avec tous les filles autour de vous, ça a dû vous arriver d'avoir envie de jouer avec des garçons? Oui, Avez-vous souvenir d'un copain ou l'autre? Ah oui, oui, absolument. J'avais des bons copains. Vous étiez très sociable. Oui, oui. Et je me rappelle, par exemple, dès le primaire, on était quelques-uns. Dans ce temps-là, je me rappelle parce qu'on servait la messe. Oui, oui. On avait des copains, on était 3 ou 4, on servait la messe chez les servantes de Jésus-Marie à Chondriane, sur la rue Trudel. C'est vendu maintenant, Oui. mais c'était des sœurs adoratrices. On se retrouvait, une activité peut-être à 10, 11 ans, de bonne heure le matin, puis on allait servir la messe. C'était une activité quand même où on avait une responsabilité à partir de la messe sur semaine ou lors des grandes fêtes. Ça, c'est des beaux souvenirs aussi Oui. pour moi. Oui. Puis ça devait créer des liens entre Absolument. vous, l'habitude premièrement, et puis Absolument. le service entre autres. Oui. Alors, vous étiez sociable, tannant, ça ne vous faisait pas peur de rentrer à l'école? Non, je pense que ça a bien été. Ça a à bien l'école, été. Oui, oui. Votre Tout le première primaire. école a été... L'école primaire à Shawinigan, l'école Shawinigan. Sacré-Cœur, qui était tenue par les frères de l'instruction chrétienne. Puis vous ne vous souvenez pas de drame, là je suis curieuse pour les petits enfants, de drame avec le directeur de bulletin de son raté, c'était pas vous ça? Ouais, le souvenir le plus vif que j'ai, qui m'est toujours resté, c'est que j'avais eu de la strate, comme on appelait, à 2 reprises, Oh, mon de la Dieu. part du directeur. Ça avait été un drame pour moi, ça, parce que chez nous, papa ne nous frappait pas, il ne nous touchait pas. Puis à l'école, ils Oui, infligeaient oui. ça. Et ça m'avait marqué parce que je trouvais que la punition était, même à cet âge-là, n'avait pas de proportion avec ce qui avait été fait. Alors, on était très, très, je dirais, répressif à ce moment-là, d'un côté. Et ça m'avait marqué. Je me rappelle que j'étais sensible, j'étais émotif, puis ça m'avait fait mal. Non, vous n'aviez pas dû marcher dans le droit chemin cette fois-là. Oui, je pense que j'avais été tannant. Oui, ça se J'avais peut été très tannant, bien. oui. Ça ne prenait pas C'était pas tout le monde, grand-chose. non. Mais c'était pas tout le monde qui pouvait trouver ça drôle. Non, non.
Non, mais disons que les maîtres à l'époque, c'était la mentalité. C'est ça. Mais exact. je ne sais pas si vous avez connu ça, vous, les punitions, certaines étaient infligées en public, hein, devant les, Mais devant c'était les, ça, les c'était élèves. ça, oui. Oui. C'était ça la strap qu'on appelait. Ah, On- c'était- sur la main, comme ça, là, 2 coups, 4 coups, selon Ça la veut dire grosseur de que la bande. physiquement, puis dans l'orgueil, C'est ça faisait mal aussi. Oui, oui. Maintenant, on en arrive à vos études secondaires. J'imagine que vous avez réussi les premières. Oui. Ce qui est arrivé, c'est que je me rappelle que dans ce temps-là, le séminaire Sainte-Marie partait Oui. à Shawinigan. C'était un externat classique qui était pratiquement comme une petite succursale du séminaire de Trois-Rivières dans le temps, avant de voguer de ses propres ailes. En 1947 à peu près, hein, qu'il a été fondé. Oui, oui, absolument. Puis moi, je suis rentré en 1950. Alors, en 50, j'ai commencé mes études secondaires. On appelait ça les éléments latins dans ce temps-là. Et j'ai fait les 3 premières années. Secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, ce qu'on appelle les éléments latins, syntaxe et méthode, sur le boulevard Saint-Maurice à Shawinigan. C'était des locaux qui étaient loués par la commission scolaire, puis qui étaient à l'usage du séminaire Sainte-Marie qui commençait. Et je garde un souvenir, moi, de ces années-là extraordinaires. Racontez-moi ça. Ouais, c'était vraiment, là, je dirais, la ferveur des fondateurs. Hein. Quand je pense à ça aujourd'hui, moi, le chanoine Langevin, qui est le curé de Sainte-Flore, il y avait M. Matteau qui est décédé, Jacques Matteau, il y avait Jean-Paul Follier, aujourd'hui le curé de Vatican. Et ça, c'était on appelait ça les pères fondateurs dans le temps. Il y a des prêtres qui se sont joints à eux autres aussi, Régent Bouchard et d'autres. C'était vraiment, là, il y avait une ferveur. Il y avait une ferveur. Il y avait une fraternité. Et les classes, à ce moment-là, on restait dans la même classe. Hein. Je suis resté quasiment avec les copains pendant 8 ans, moi. Tout mon temps de séminaire. Les 5 années de secondaire, puis les 3 années de collégial. Du temps. Hein. Alors, on se vivait quelque chose d'extraordinaire. Puis on avait des maîtres qui étaient pas mal bons. Il y avait l'effervescence peut-être du début, si on peut dire. Mais il y avait beaucoup de ferveur. Il était jeune, il était enthousiaste, il était dynamique. On sentait qu'il nous aimait, qu'il était proche de nous autres, qu'il nous invitait toujours à nous dépasser. En plus des cours qu'on avait, qui étaient excellents, il y avait toujours cet aspect humain, cet aspect de formation qu'on avait, ce qu'on appelait le développement intégral de la personne. Il ne faut pas qu'on soit des monstres, hein? Pas juste de développer des grosses têtes, développer des gros corps, mais d'avoir un développement harmonieux, un peu de tout ce qu'on est. Hein? Ça veut dire le côté cœur, le côté tête, le côté tout ce qui s'appelait sociabilité, sport, etc. Alors souvent, on prenait l'enfant dans ce qu'il y avait de force, puis on l'envoyait un petit peu plus loin, tout le temps. Moi, je garde un souvenir excellent. Et pas idéalisé, là, parce que quand on se rencontre, les confrères et moi, qu'on évoque ces années-là, là, c'est des années qui nous ont mis au monde. Hein. Là où les parents nous ont conduits, peut-être jusqu'à l'âge de 10-12 ans, là, qui nous avaient donné ce qu'ils avaient de meilleur, mais souvent avec une formation qui était plutôt limitée sur le plan, je dirais, instruction, pas éducation, valeur, mais sur le plan scolarité. Alors, eux autres, ils prenaient le relais, puis ils continuaient. Alors, il y a eu une paternité aussi qui est assumée par ces gens. C'est évident que l'influence des maîtres est déterminante au début d'une vie. Absolument. Puis vous étiez tous des adolescents, c'était les moments difficiles aussi. Oui, oui. Mais vraiment, on a eu des maîtres qui étaient excellents. Et quand nous nous rencontrons, puis je le répète, des confrères et moi, on évoque ça avec beaucoup de nostalgie et beaucoup de plaisir aussi, de joie. Mais vous devez rendre grâce au Seigneur, M. l'abbé. Oui, vous avez été chanceux dans votre foyer puis à votre école. Ça part bien. Oui, je crois que oui. Je crois que oui. Et je le réalise, même en parlant de ça. Et je garde d'excellents souvenirs. Mais vous deviez avoir aussi, j'imagine, des activités sportives, un esprit sain dans un corps sain. Ça aussi, ça devait... Il y avait des activités sportives qui étaient régulières, puis il y avait des activités de groupe aussi. Souvent, il y avait des profs qui sortaient avec nous autres pour des 24 heures, des 48 heures, on allait faire des camps et tout. Puis ça, c'est des choses qui m'ont marqué, littéralement. Moi, je me rappelle, par exemple, on avait dans ce temps-là, on appelait ça un directeur spirituel. Oui. C'était quelqu'un qui nous accompagnait, avec qui on parlait de nous autres avec lui, etc. Et je regarde aujourd'hui la valeur de ces hommes qui te recevaient quand tu avais 14, 15, 16 ans, puis qui parlaient avec nous autres, qui nous écoutaient, ce qu'on était, etc., qui pouvaient attirer notre attention sur un point ou sur l'autre.
Et c'était souvent des hommes de grande sagesse, de grande générosité, qui étaient donnés. Moi, j'ai un souvenir formidable, par exemple, de Régent Bouchard. Il est décédé aujourd'hui. Mais il m'avait dit à un moment donné, toi, as-tu déjà lu un évangile au complet? Je lisais beaucoup dans ce temps-là. Bon, on lisait des romans, on lisait des volumes en classe, etc. La guerre des Gaules. C'est ça, absolument. Et j'avais dit non. Alors, il m'avait donné un évangile, et c'est là, tranquillement, que lui m'a fait découvrir à un autre niveau Jésus comme tel. Alors, je me passionnais de lire ça, tout simplement, de lire l'Évangile selon Matthieu, de lire selon Marc, selon Luc, et de méditer, puis de me surprendre à m'enthousiasmer et, je dirais, de voir comment est-ce que c'est que Jésus était. Vous découvriez une personnalité que vous n'aviez pas soupçonnée. Absolument. Et en même temps, je dirais, le goût de lui ressembler, le goût de l'imiter, de le suivre. Est-ce que j'oserais vous demander quels sont les traits de la personnalité du Christ qui vous ont rejoint progressivement en lisant ces évangiles? Si un homme, on va admirer son courage, sa façon de parler, ou je ne sais moi, pas. c'était vraiment son côté amour ou amitié. Assez que, c'est bon que vous demandiez ça parce que moi, je considérais à un moment donné, dans mes rapports avec Jésus comme un ami. Et c'est ça que je présentais aussi par après. C'est le même qui m'a accroché, quasiment en voulant dire, est-ce que tu veux être mon ami? Et à ce moment-là, voir qu'est-ce qu'il y avait d'attachant chez lui, comment il aimait les gens, comment il acceptait les gens tels qu'ils étaient, n'importe qui le rencontrait. Alors vous, ça ne vous a pas rejoint du tout les références à l'Ancien Testament, non. C'était le Jésus actuel en Le Jésus Galilée, actuel qui était là, qui était bien vivant. qui vivait avec ses voisins, oui, ses amis. et qu'on voyait aussi que dans sa personne à lui, eh bien, il révélait son Père. Il révélait l'amour que Dieu avait pour nous autres. Et ça, là, tranquillement, à lire ça, une page ici et là, un peu chaque jour, quand tu es jeune, puis que tu as le goût de, je dirais, de t'embarquer, tu es bien impressionnable aussi. Tu peux être impressionné par ce que tu entends comme musique, par un grand sportif, par un athlète, et moi, j'étais enthousiasmé aussi par j'aimais beaucoup les vedettes de sport, les joueurs de baseball, les joueurs de hockey. Mais, à travers ça, à un autre niveau, il y avait toujours Jésus qui me passionnait, que je rencontrais. Lui, c'était plus profond, plus humain. Profond, oui. Et il naissait quelque chose chez moi, à l'intérieur de moi, que je ne perdrai jamais. Et puis ça, on peut rendre grâce au Maître qui vous a dirigé vers cette lecture. Oui. En toute liberté, hein, il n'y avait jamais de pression. Jamais. Parce que s'il y en avait eu, ça aurait eu l'effet contraire. C'était comme une invitation, nous dire si tu veux, etc. Mais on était tout à fait libre. Et moi, ça, j'aimais beaucoup cette liberté. Cette liberté qui était vécue par les maîtres, puis on les voyait aussi libres dans leurs pensées, libres dans leur agissement, et qui étaient vraiment des hommes aussi qui avaient atteint un développement personnel aussi très grand sur le plan humain et chrétien. Alors pour nous autres, c'était comme une invitation à leur ressembler aussi. Mais les étudiants, vos confrères, vos collègues plutôt, ne devaient pas être tristes. Est-ce que c'était des jeunes dynamiques? Est-ce qu'ils avaient des projets d'avenir? Est-ce que j'allais faire un parallèle? Est-ce qu'ils pensaient au suicide? On en parle tellement. Non, du tout. Et je regarde, par exemple, des confrères dans l'ensemble, quelle que soit la profession qu'ils ont choisie, que ce soit d'être médecin, avocat, pharmacien ou autre, c'est des gens aujourd'hui, quand on se rencontre, qu'on a beaucoup de plaisir. Et dans l'ensemble, les gens ont bien réussi, je dirais, leur vie. Non pas dans la vie, mais leur vie, dans l'ensemble, oui. Ça devait être des jeunes pleins de projets qui voulaient réussir quelque chose. Oui, absolument, oui. Alors, vous avez vraiment un beau souvenir de ces années d'études, je pense. Absolument. C'est une année aussi, on vivait ensemble. Là. On avait notre gang, hein. On avait une gang. Vous n'étiez pas pensionnaire? Du tout, non, j'étais externe. Et quand ça a été le temps de sortir avec ensemble, d'aller danser, de rencontrer les filles, d'avoir des parties, on s'amusait aussi très bien. On avait du plaisir ensemble. Et ils vivaient quelque chose qui était sain, d'après moi. On avait du plaisir ensemble. On était des vivants. On vivait. Effectivement. On vivait. Oui. Oui.
Alors, vous en gardez un souvenir émerveillé de ces Oui, années-là. oui, absolument. Et puis vous sortez vous avez fini là, puis vous savez qu'est-ce que vous allez faire de votre vie. Oui. Là, vous allez trouver papa. C'est-à-dire que je l'aurais annoncé à un moment donné, hein? Mais je vais un peu vite, monsieur l'abbé. Ça ne se décide pas comme ça en 8 jours d'être Non, prêtre. non, non. C'est un rêve qu'on peut caresser de longue date, mais qui a aussi, je dirais, qui connaît ses nuages, hein? Parce qu'à un moment donné, on n'entre pas en théologie comme ça, sans penser peut-être à ce qu'on laisse. Puis moi, je me rappelle d'avoir sorti avec une couple de jeunes filles que j'aimais. Des jeunes filles qui étaient super, dont je garde le meilleur souvenir. Et c'était des filles qui étaient non seulement qui étaient cute, qui étaient belles, mais qui étaient fines, qui avaient quelque chose. Elles étaient belles par en dedans aussi. Hein? Et puis, je me rappelle qu'après des parties ou des soirées de danse qui étaient très agréables, enivrantes, où on entrait assez tard chez nous, on s'était bien amusé, qu'il y avait toujours quand même à l'intérieur de ces rencontres-là, je dirais, comme une attirance qui m'arrivait, comme si c'était une fille qui était plus belle, c'est mon expression à moi, qui m'attirait pour aller ailleurs. Oui. Pas parce que je n'étais pas attiré par une femme, au contraire. Et c'était vraiment ce que j'étais appelé probablement à sacrifier, à renoncer à telle femme, non seulement la femme, mais telle femme concrète à un moment donné, où que le Seigneur me demandait pour le suivre. Et c'était pas facile. Je me rappelle, je travaillais à l'Alcan durant l'été, puis à un moment donné, j'avais laissé la fille avec laquelle je sortais depuis quelque temps, mais que j'aimais, avec laquelle je me trouvais bien. Puis j'avais laissé, puis je me rappelle qu'on était sur le coulage des barres. On avait une table où l'aluminium en fusion coulait pour faire des barres d'aluminium. Oui, oui. Et je travaillais de nuit, puis sur les shifts, comme on appelait, là. Puis que je voyais ma blonde partout, puis je pensais juste à elle. C'était comme une sorte de vide qui était créé, puis c'était comme une obsession. Puis, vous savez, on s'en allait, je m'en allais, dans le cas, là, vers la prêtrise. Mais ce n'était pas nécessairement une piété de cœur comme ça, là, vous savez, il y avait l'aspect renoncement qui était fort. Le Christ m'attirait, Jésus m'attirait, mais il y avait l'aspect renoncement. Quand on a 20 ans, il faut que le Christ ait je dirais, une figure très attirante pour qu'on aille avec lui. Ça a l'air peut-être un peu comme langage déconnecté, comme les jeunes disent, un peu pété, mais c'est ça pareil. Ben, c'est-à-dire, vous étiez lucide, vous Absolument. saviez qu'est-ce que vous alliez laisser. Absolument. Mais on le sait, puis on fait confiance. On fait confiance, on avance. Mais quand on est plus jeune, on est tiraillé. On est tiraillé. Et avec ça, quand on est jeune, en général, tout le monde idéalise la vie matrimoniale, on idéalise l'amour humain, on idéalise tout. Oui. Mais c'est déjà très beau. On n'a pas besoin de l'idéaliser. Un projet d'un homme avec une femme, c'est le projet, je dirais, le plus normal, le plus naturel. Oui. Puis qui est super, qui est extraordinaire dans la volonté de Dieu. Alors, il faut que tu aies une raison majeure pour ne pas aller dans cette voie, qui est la voie, comme on dit, non seulement du plus grand nombre, mais qui est le plus normal, le plus naturel. Mais je veux dire, on idéalise peut-être un peu, on néglige de penser qu'il va arriver des difficultés plus tard. La vie va être un nuage rose tout le temps. Oui. Mais quand on est jeune, on ne pense pas aux difficultés. Non. On n'y pense pas plus quand on devient prêtre. On l'idéalise autant aussi. Oui, peut-être. On l'idéalise autant. Quand on pense à la première messe, puis c'est donc beau, puis tout ça. Oui, oui. Mais un prêtre, il ne passe pas son temps à célébrer la messe. Hein. Non, mais disons que dans les années anciennes, on a tellement associé prêtre eucharistique que ça faisait quasiment une seule et même action. On a peut-être un peu, s'il y a un côté du prêtre qu'on a pu mettre un peu sur comme on disait, une stèle, puis un piédestal, c'est ça le mot que je cherchais là. C'est bien là-dessus, en parlant d'un autre Christ. On a tellement mis l'accent sur son rôle, sur sa mission, qu'on a oublié l'homme avec ce qu'il avait à vivre dans la réalité, je dirais, quotidienne, comme incarnation. Mais c'est peut-être un peu la façon dont on voyait le Christ aussi. On le voyait
comme un Mon Dieu, Dieu, seulement tellement comme un Dieu. brillant, on voyait juste Ouais. le gars qui avait reçu tout en naissant, qui C'est n'avait ça. aucun effort à faire pour être parfait. Alors, on voit tout le temps que le mystère du Christ, c'est qu'il est homme puis qu'il est Dieu. Oui. Alors, il faut voir le mystère du prêtre aussi, si vous me permettez l'expression, un peu comme ça. C'est un homme, mais c'est un homme qui est voué à un côté surnaturel, mais il est un homme. Il est un homme, complètement homme. Oui, vous l'avez expérimenté C'est pendant, par exemple, toutes vos années de formation. C'est ça. Combien de temps? 4 ans. 4 ans au grand 4 ans, séminaire oui, ici. de théologie, oui. Pouvez-vous nous parler de ces années? En C'était- quoi ça c'est- consiste? C'était des années, on étudiait beaucoup. Il y avait beaucoup d'études. Il y avait de la formation aussi pour le prêtre. Mais je m'excuse là de vous interrompre. Quelles études? Des études théologiques. Des études théologiques. Théologiques sur le dogme, de ce qu'on avait à croire, ce qu'on appelait dans le temps, ce qu'on avait à croire, la morale, ce qu'on avait à faire. Et alors, c'était les deux grands chapitres avec l'Écriture sainte, évidemment. Ça paraissait L'Écriture rigide, hein, ce Ah. qu'on avait à croire, ce qu'on avait à faire. Mais je vous le résume un peu. Oui. Avec ce qu'on appelait la théologie dogmatique, la théologie morale, on avait l'étude de la Sainte Écriture. C'était raide. C'était des études sérieuses, où on insistait davantage pour meubler nos têtes. Je dirais sur un plan intellectuel beaucoup. On pourra peut-être me reprocher que ce soit ma vision, mais moi, avec le temps, je remarque que sur le plan humain du prêtre, de le préparer à sa vie, ce qu'il avait à faire comme prêtre, comme homme, sa vie sociale, ce qu'il aurait à vivre comme homme, on en parlait peu. Je ne dis pas qu'on n'en parlait pas, on en parlait peu. Et c'était souvent, à ce moment-là, de meubler comme il faut sa tête, d'en faire un homme qui est instruit, un professionnel qui a fait son université, qui a fait des bonnes études théologiques. Remarquez que c'est nécessaire, mais il ne faut pas négliger non plus le côté cœur. Pas juste un homme qui ne vaut pas juste par la tête, si belle soit-elle, et si meublée soit-elle. Il faut développer aussi le côté cœur, le côté affectif, le côté amour. Et c'est ça qu'il faut absolument, je dirais, développer ensemble. Oui. Mais je vous vois, vous, au séminaire, Monsieur l'abbé, je devrais dire Monsieur le curé, hein, vous êtes récemment curé de Saint-Louis de France, j'ai oublié de le mentionner au début, mais c'est rien, on y reviendra. Je vous vois avec la découverte que vous avez faite du Christ, puis son amour concret pour les autres. Vous n'avez pas dû vous sentir toujours à l'aise au grand séminaire? C'est-à-dire que c'était toujours ce même amour qui m'animait, heureusement. Heureusement, parce qu'autrement, tu ne passes pas à travers, je dirais, une épreuve. Vraiment, de vivre cette formation qui était assez rigide, qui était aussi, je pense bien, qui était voulue dans la formation, mais où on était, côté affectif, heureusement qu'on était une classe, nous autres, qui était très forte. On était nombreux, puis on se tenait ensemble beaucoup, puis on a eu beaucoup de joie ensemble. De joie à vivre ensemble, il y avait beaucoup de sport, heureusement, pour avoir un certain équilibre. Puis là, parce que là, c'était vraiment la vie de reclus, là, si vous voulez, comme telle. C'était une vraie retraite. Une vie de prière aussi, beaucoup. Mais ça, c'est des années douces aussi. Ça fait drôle de dire ça, mais ça peut être rigide, ça peut être très, très disciplinaire d'un aspect. Puis d'un autre côté, c'est très doux aussi. Je veux dire qu'à un moment donné, c'est des années de désert. Et le désert, à ce moment-là, est nécessaire pour nous emmener plus loin. C'est des années de formation, un peu comme le peuple hébreu qui s'est retrouvé au désert. C'est un temps de fiançailles avec le Christ. C'est pas toujours drôle, un désert, non? Non, mais on approfondit à ce moment-là vraiment la relation qu'on a avec le Christ, puis on se prépare à la mission qui s'en vient, pour savoir si on est sérieux aussi là-dedans. Oui. Parce que c'est pas simplement quelque chose à l'eau de rose, comme si on voulait devenir prêtre, avec une vision plus ou moins idéalisée du prêtre comme tel. Alors ce temps de désert est un temps qui est nécessaire. Avant de tomber en pluie, il faut apprendre à être nuage longtemps. Ah, c'est beau. Autrement, on n'a rien. C'est Nietzsche qui dit ça. Alors, on n'aura pas, autrement, on n'aura rien à donner. Alors, c'est un temps de préparation qui est nécessaire. Mais quand je dis ça tantôt, pas qu'on a eu trop d'études, non. Mais que cet aspect-là, dans le temps, ça fait 30 ans, c'était peut-être un peu négligé. Aujourd'hui, heureusement, c'est un aspect dont on fait, je dirais, mention, auquel on fait bien attention. Mais disons que l'image du prêtre il y a 30 ans, puis celle qu'on en a aujourd'hui est bien différente aussi. Oui, puis il fallait nous autres nous adapter à travers toute cette formation qu'on avait eue.
Mais je pense que le cheminement de la préparation des prêtres, comme de toute l'Église d'ailleurs, ça doit s'adapter à une certaine croissance. Hein? Oui, absolument. Puis il ne faut pas perdre cette idée de croissance parce que ça va vite. Oui. Ça change vite. Ah oui, il faut suivre le Oui, mouvement. c'est exact. Maintenant, pendant vos années de séminaire, ça vous arrivait de rentrer chez vous, j'imagine? Vous aviez des vacances? On avait des vacances, je me rappelle, c'était aux fêtes, puis c'était durant l'été, nos vacances. C'était, à part de ça, non, à part de ça, c'était les parents qui venaient nous voir. Ah, ils venaient vous voir. Ça changeait assez vite, ça, par après. Parce que moi, j'ai fait ma théologie entre 58 et 62. Mais tout de suite après, là, ceux qui sont sortis, là, il y avait déjà un autre régime. C'était le Concile Vatican II qui était sorti. Il y avait beaucoup de, je dirais, de bouleversements dans l'Église à ce moment-là, puis y compris dans la formation des clercs. Oui, ça a suivi le Concile. Hein? C'était en 63, absolument. Je pense. Oui. Mais on a commencé, on nous l'a annoncé en 59, le Concile. On était, nous autres, en formation. Alors, on a eu une formation, nous autres. Entre les deux? Je dirais oui. Je dirais à l'ancienne, puis il a fallu s'adapter tout de suite au Concile Vatican II qui terminait quand on est devenu prêtre. Mais ça a dû vous faire rudement plaisir, ce concile? Oui, beaucoup. Il devait aller dans votre ligne de pensée? Oui, puis à part de ça, je pense que dans la ligne des pensées de mes confrères aussi de mon âge, là, on attendait quelque chose de neuf. On sentait à un moment donné que la soutane qu'on portait, eh bien, représentait souvent beaucoup plus un passé qu'un présent. Oui. C'était beaucoup plus un héritage du passé qui nous encombrait vraiment que quelque chose qui nous rendait proches des gens comme tel. Alors c'est pour ça que ça n'a pas été long que la soutane a sauté comme tel. Moi, je n'ai pas pleuré quand la soutane a sauté. Mais non, vous me disiez il y a quelques instants que votre père non plus n'aimait pas ça. Non plus. Vous savez, je pense que si on regarde ça, vous savez que même dans ce temps-là, c'était questionné. Aujourd'hui, quand on dit, il ne faut pas porter un jugement avec les jeux d'aujourd'hui sur un fait pensé, mais même dans ce temps-là, quand on le portait, nous autres, c'était pas évident. Hein? C'était vraiment là quelque chose qui nous était comme imposé. Pour devenir prêtre, il fallait faire ça, porter ça, mais c'était pas accepté comme ça. Hein? C'était pas accepté comme ça. Et c'était souhaité ce changement qui arrivait comme tel. Ce fameux concile, il a eu beaucoup, dont on parle encore aujourd'hui d'ailleurs, il a eu beaucoup d'effets bien différents. Quand on entend dire, depuis le concile, il n'y a plus de péché. Je vous soumets la réflexion. Mais je pense que ça ne vient pas du concile comme tel, mais on dit ça comme tel. C'est comme si on voulait évacuer là-dedans ce qu'on a appelé péché trop facilement dans le passé. On avait peut-être le mot péché, puis péché mortel, un peu trop facile pour des actions qu'aujourd'hui on n'est peut-être pas porté à qualifier de péché mortel. Alors c'est peut-être ça, à un moment donné, le soulagement des gens de dire, bon, aujourd'hui, il n'y a plus de péché. Attention, on sait qu'il y a du péché, mais peut-être pas le péché comme on l'entendait anciennement. Avec le même qualificatif, la même réalité. Évidemment, c'est pour ça aussi qu'il faut faire bien attention, parce qu'on sait qu'il y a du mal aujourd'hui, qu'il y a du mal qui se fait. Il y a de la violence, par exemple. On a juste à voir, même chez des jeunes, dans les projets qu'il y a à l'école primaire, bye bye violence, bonjour paix. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a de la violence. Aujourd'hui, dans notre société, il y a de la grosse violence. Par exemple, un événement comme celui qui est arrivé à la Polytechnique, celui qui est arrivé au Texas il n'y a pas longtemps, où quelqu'un tue comme ça c'est de la grosse violence. Puis il y a de la violence aussi à un autre niveau, etc. Puis il y en a un petit peu partout de cette violence-là. Puis on sait que la violence, c'est un mal. Si on peut qualifier quelque chose de péché, aujourd'hui, c'est bien cela. Peut-être qu'auparavant, on n'était pas porté à regarder cette violence comme étant un mal puis un péché. Elle n'était peut-être pas dans le catalogue. Elle n'était peut-être pas dans le catalogue, et il y a beaucoup d'injustices aujourd'hui aussi qui n'étaient peut-être pas dans le catalogue, sur laquelle on est porté à passer un peu vite, mais qui sont de véritables péchés. Puis il y avait d'autres choses qu'on qualifiait de péchés qui étaient peut-être beaucoup plus badins auparavant. Effectivement. Spécialement pour tout ce qui touche la sexualité. Ah oui, on était très nerveux monté en épingle. Oui. Et à ce moment-là, on voyait ça comme le péché. C'est pas sûr que c'est le péché. Remarquez il y a beaucoup d'autres. Le mal que l'homme fait à son semblable,
ou il est un loup pour son semblable, ça c'est du mal. Oui, quelqu'un a dit, hein, l'homme est un loup pour l'homme. Oui, mais c'est un vieil adage latin qu'on disait ça. J'ai dû apprendre ça jadis là, quand j'étais à l'école, moi aussi. Oui. Mais je m'excuse, là, nous voilà dans le péché, alors qu'on parlait de votre ordination. Oui. Le jour de votre ordination, j'aimerais que vous vous rappeliez de quelques détails. Vos parents, votre famille a dû y être. C'est une fête, évidemment, pour la famille. Hein. C'est exactement comme quand il arrive un mariage aussi. Oui. On sait que c'est une fête pour la famille. Hein. Votre père avait fini par digérer la soutane, alors c'était bien. Oui, mais il avait accepté à part de ça que je sois prêtre. Je me rappelle qu'il était venu une fois la première année que j'étais en théologie. J'avais maigri beaucoup la première année. J'avais trouvé ça dur. Je faisais de la contention, qu'on appelait. Je voulais tellement faire, j'étais tendu. Hein. Alors je voulais tellement bien faire qu'à un moment donné, que je me faisais du mal. Et papa avait dit, s'il est heureux, puis c'est bien que Dosia, en parlant à un moment, que si cet enfant-là était heureux, il ne maigrira pas comme ça, on va aller le chercher. Puis il avait dit à un moment donné, là, je suis venu pour te chercher. J'avais dit, c'est ma place ici, hein, tu sais, papa. Et papa disait, c'est clair que si tu étais bien, tu ne maigriras pas de même. Ah, c'était logique comme raisonnement. Oui, absolument. Puis il avait raison. Oui. Tu sais. Puis là, j'avais dit, j'avais raconté une petite histoire pourquoi je maigrissais, que je faisais des exercices physiques avec des poids dans ma chambre, etc. Mais il avait dit, arrête d'en faire. Il avait le gros bon sens, c'est clair. Il était rassuré. Oui, j'avais voulu le mettre sur une autre piste. Alors, j'ai fait un prêtre en 62. C'était le 21 juin 62 que je suis devenu prêtre, ordonné, comme tel. C'est un beau jour, c'est un grand jour. C'est pas un sommet, c'est un début. C'est un départ. C'est un peu comme des gens qui se marient. C'est un départ. C'est pas, je dirais que c'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. Non, vous êtes au début de votre... On peut bien nous vanter, je dirais, dans l'espérance qu'on produise quelque chose. En voulant dire, cet enfant-là, il est plein d'espérance, mais on n'a encore rien fait, on n'a encore rien démontré. C'est l'avenir qui va nous le dire. Alors, à ce moment-là, on nous dit qu'on est plein de promesses. C'est un peu quasiment comme dans un jeune couple. On dit qu'il est plein de promesses d'amour, de fidélité, de tendresse. C'est après quelques années qu'on peut voir comment est-ce que c'est qu'il a pu être fécond comme couple. En fait, pour vous, ça a été un choix réfléchi, raisonné. Oui, je crois que oui. Je crois que oui. Soutenu par la prière aussi de mes parents, mes amis, les religieuses et tout. Parce que ça aussi, ça compte sur un plan spirituel. Et j'ai des beaux souvenirs de cette journée-là, qui était une fête, encore une fois, je le rappelle, pas juste pour moi, mais qui était une fête pour la famille, pour mes parents. Puis pour vos confrères ordonnés en même temps. Oui, absolument, absolument. C'était une joie. Maintenant, vous voilà jeune prêtre. Qu'est-ce qu'on fait avec un jeune prêtre dans le diocèse de Trois-Rivières? Alors, moi, j'ai été nommé à ce moment-là pour retourner au séminaire de Trois-Rivières, au séminaire Sainte-Marie, je m'excuse. Ah, vous avez fait votre école... Oui, où j'ai fait mon séminaire, mon petit séminaire comme tel. Alors, je suis retourné là, comme professeur. Comme professeur? Oui, jeune professeur. Aviez-vous des aptitudes à enseigner? Au début, je ne le savais pas, mais par après, je peux vous dire, je crois que oui. Quelque chose que je n'aime pas, là, au début, vous ne saviez pas, vous y ont envoyé pareil. Est-ce que vous étiez obligé? Non, mais c'est-à-dire qu'on nous nommait pour devenir professeur, comme tel. Ah, bon, c'était au départ. Et c'est eux autres aussi à l'usage qui pouvaient voir si on avait la vocation ou pas. Ah, d'accord. Ça veut dire que vous étiez tous destinés au départ à être enseignants? Non, pas nécessairement. Il y en avait qui étaient nommés pour être en paroisse. Dans le temps, alors qu'aujourd'hui, les prêtres qui sont ordonnés sont orientés vers la paroisse. Oui. Dans ce temps-là, il y avait 2 grosses maisons, il y avait beaucoup de prêtres. On était jusqu'à 22 prêtres au séminaire Sainte-Marie, puis il y en avait une cinquantaine à Trois-Rivières. Alors vous voyez tout de suite à ce moment-là qu'il y avait deux endroits où beaucoup de prêtres allaient. Alors vous aviez quand même certaines aptitudes puisqu'on vous a nommé? Oui. Puis... Mais là, j'ai fait une année comme professeur, ensuite une autre année comme professeur, avec des plus grands, en secondaire 4, en rhétorique, qui correspondait au collège 1 du temps d'aujourd'hui. Et l'année suivante, en 64, il y avait eu des changements au séminaire. M. Matou était devenu supérieur, alors lui, il m'a demandé de le remplacer, de lui succéder comme directeur de la vie étudiante au séminaire. C'était une promotion rapide? C'était une promotion rapide, c'était toute une tâche, toute une responsabilité, mais j'ai bien aimé ça. Ça faisait quoi, un directeur de la vie étudiante? Alors, je m'occupais, moi, de la bonne marche des élèves. Alors, c'était le côté disciplinaire,
tout ce qui regarde la discipline. Et pour un petit gâtanant, Oui. excusez-moi. Oui. Mais la discipline, il n'y a pas juste la discipline, ce qu'on appellerait punitive. Il y a la discipline laudative aussi. Quand un enfant Oui, fait bien oui. ça, on lui disait Oui. aussi. Et ça, cet aspect-là est souvent négligé parce que comme si on n'avait pas le temps d'y toucher, comme si on avait juste le temps de reprendre Oui. ceux qui sont de travers. Mais moi, je me rappelle, j'ai des bons souvenirs d'avoir fait venir à mon bureau parce que les professeurs remplissaient une fiche de comportement sur Oui, les oui, élèves, oui. à la fois comportement et sur le plan des études, puis de faire venir quelqu'un qui se demandait pourquoi il allait chez le directeur, puis lui dire que j'étais bien content de lui, comme tel. Alors, ça avait été toute une affaire. Ah oui? Puis, être capable de jaser un petit peu avec lui, ce qu'on appelait la discipline laudative, dans ce sens-là. Parce qu'en ce temps-là, un directeur, c'était plutôt quand ça ne marchait pas. Oui. À part de ça, il y avait toute la vie sportive. Hein? J'étais aussi, si vous voulez, un peu comme le directeur sportif. Oui. Alors, tout ce qui regardait les sports organisés, mais aussi les récréations et tout, pour la vie récréative des élèves. Ça vous rapprochait plus, je pense, des Absolument. élèves que de leur enseigner. J'étais toujours avec les élèves à ce Oui. moment-là. J'étais toujours avec eux autres. Récréation, partout le soir, quand il y avait des parties de basketball, de hockey, j'étais avec eux autres. Vous avez débuté vite avec des jeunes. Oui, beaucoup. Puis, vous avez enseigné combien d'années, là? J'ai enseigné seulement 2 ans. Seulement 2 ans. Après ça, j'ai été directeur 3 Oui. ans. Puis après ça, je suis parti pour aller étudier à Rome. Oh là, J'avais quelle fait une demande année? J'ai pas entre compté, là. 67 et 70. De 67 à 70, Oui. vous voulez à Rome. Ça, c'était un beau cadeau. Ça c'était Vous n'aviez pas un demandé à moment... aller... Oui, j'avais demandé. vous aviez oui. demandé. Parce que dans ce temps-là, au séminaire, on envoyait je dirais, se perfectionner, continuer la formation. Après ça, après avoir fait un bout, les gens demandaient. Alors, tu peux aller à l'université. Si quelqu'un est en français, ça mêle en français. Un autre est en mathématiques ou en sciences. Alors, il y avait toujours une espèce de formation, je dirais, continue. Ah, c'était magnifique. Et oui, puis on pouvait donner 2 ans ou 3 ans à quelqu'un, même jusqu'à 4 ans. Puis moi, j'avais demandé, puis comme j'étais sur le conseil, justement, qui décidait pour ceux qui s'en allaient étudier, j'avais demandé à mes confrères, j'ai dit, j'aimerais ça, après 3 ans comme directeur, de m'en aller, parce qu'on sentait le changement qui s'en venait, puis que ça, ce régime-là allait changer aussi. Alors, je suis passé en 67 pour aller étudier. 3 ans à Rome. En Europe. Oui. Puis parlez-moi de ce séjour. Ah, ça, c'est une grosse gâterie, hein. Est-ce que c'était la première fois que vous alliez en Europe? J'étais allé en 66 avec des amis en France, Ah. mais là, de partir comme ça, là, Pour plusieurs années? 3 ans. Oui. J'étais parti avec deux amis, Jean Périgny, qui est mon grand ami, et Paul-Émile Landry, qui est un confrère, qui était resté 1 an avec nous autres à Rome. Après ça, lui, il s'en allait à Lumen Vitae en Belgique. Mais ça avait été vraiment des années, là, je dirais, de grâce. Là. Des années, là, d'approfondissement, je dirais, de ressourcement en profondeur, de confirmation aussi, à la fois sur ma vocation, ma mission, de formation, je dirais, profonde, d'ouverture au monde aussi. Hein? Aussi. Alors, en s'en allant, en voyant un autre monde, un autre milieu, de voir l'Italie, d'aller en France, aller ailleurs, etc., au contact d'une autre civilisation, d'une autre culture, ça rouvre les horizons. Hein? Et je ne sais pas, ça nous donne une conscience un petit peu plus internationale, un peu plus mondiale. Ça nous fait comprendre des problèmes ou des questions. On les regarde d'un autre œil, d'une autre façon. Et puis votre tension, là, vous n'étiez plus sous tension du tout. Non, du tout. C'était des années sabbatiques. C'était des années sabbatiques. Si on peut dire. Mais je dirais que même les années au séminaire où j'avais vécu, ça avait été des années très riches aussi auparavant. Surtout les 2 dernières, j'imagine. Oui, mais je dirais que ces 5 années-là, avant d'aller à Rome, avaient été précieuses parce qu'on était un groupe, dans ce temps-là au séminaire, qui avait donc du plaisir ensemble. Il y avait une richesse de contacts et de rencontres à la table, partout. Il y avait une ouverture chez ces hommes qui étaient vraiment des hommes qui étaient, je dirais, à la fois cultivés, puis qui étaient toujours en croissance. C'était des gens qui ne se contentaient pas d'arrêter. Et je dirais quasiment, on peut le dire, de tous ceux qui étaient là. On était une vingtaine quand même. Hein. Oui. Alors, à la fois, vous savez, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui est cultivé, ça t'invite à monter. Hein, parce que c'est la société des amis aussi qui nous rend heureux. Hein. Et plus tu as une société d'amis qui a de la classe, qui a vraiment, je dirais, du panache à tous les points de vue, plus ça te
te pousse, ça t'invite à monter, puis à aller plus loin. C'est pas la médiocrité à ce moment-là qui t'invite. C'est toujours une excellence, c'est toujours un dépassement de soi, c'est toujours sans tension, mais une invitation d'aller plus haut, d'aller plus loin. Une communication entre vous aussi. Absolument, qui était très, très forte. C'est pour ça que les années au séminaire de 62 à 67 ont été très riches pour moi. Il y avait des maîtres qui étaient dévoués, qui étaient donnés, puis qui étaient à la fois, je dirais, d'un humanisme très fort, très, très grand. Et on entrait facilement en communication, pas en communion avec eux autres. Alors, j'ai reçu beaucoup d'eux autres. Ça, c'est entendu. Ça. Mais je vous écoute parler, vous avez le don d'émerveillement, j'ai l'impression. Quand je relis ça, là, je regarde là, comme il faut, ça m'arrive souvent, je pense au psaume 102, là, bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits, puis je regarde là-dessus que j'ai été privilégié et que j'ai été gâté d'un côté. Alors quand je suis allé à Rome, c'était la même affaire. C'était un endroit aussi où on pouvait s'ennuyer. Hein. On apprenait une autre langue, on était seul, on coupait de tout. Tu avais ta petite chambre en haut, au 4e étage, au Collège canadien, où tu étais seul avec tes livres. Oui, tu étais seul avec ça. Oui, c'était un aspect aussi qui était un peu désertique, ça aussi. Il y avait cet aspect, tu n'étais pas juste à Rome comme tel, mais tu ne passais pas ton temps à voyager et à sortir. Tu allais à tes cours, tu étudiais, tu faisais des thèses, tu avais des examens à passer, c'était sérieux. Ah oui, le dépaysement, finalement, vous n'étiez plus chez vous du tout. Mais c'est encore une fois, à travers cette difficulté, c'est parce que c'est dans l'adversité aussi qu'on se forme. Hein. C'est contre-courant aussi qu'on développe nos forces. Hein. Alors ça, vraiment, là, ça m'a aidé, ça, à aller encore plus loin. Ça, c'était cet aspect aussi d'être loin de soi, de son chez-soi, de la maison, d'écrire régulièrement. Et c'est pendant mon séjour à Rome que j'ai perdu papa. C'est la première fois, en 68, j'étais retourné pour la 2e année. Ça faisait juste à peu près 15 jours que j'étais arrivé à Rome. Et papa est mort d'une crise du cœur, d'un infarctus. Comment l'avez-vous appris? Par un téléphone que ma petite sœur m'a fait à un moment donné pour dire que papa était malade, qu'il était rentré à l'hôpital et qu'il était mort. Alors je vous dis que ça, c'est un choc. Tu rentres au contact d'une réalité qu'à un moment donné, tu viens de perdre ton père. Tu n'étais pas là. Et loin en plus, oui. J'avais pris l'avion, j'étais revenu pour les funérailles, mais j'étais une espèce de... Je ne sais pas si j'étais bien connecté à la réalité dans ce temps-là, puis que je voyais bien, là, tu sais, là, je sentais là, qu'il y avait de quoi qui venait de se briser, là, tu sais, dans ce monde où on voudrait que rien ne bouge, que rien ne change. Hein? Puis tout d'un coup, ton père est parti. Hein? Et là, à ce moment-là, c'est comme un drame qui se produit chez toi. C'est comme si on t'arrachait un bras, là, tu sais. Alors que tu voudrais que cet univers-là, toujours tranquille, toujours heureux, toujours bien. Hein? Là, vous avez réalisé l'homme est mortel, mes parents le sont, puis moi je le suis aussi. Et non seulement dans une définition dans un livre, mais tu l'expérimentes, parce qu'à un moment donné, ton père, il s'en va. Alors la mort, c'est le même qu'elle s'est présentée. Puis le père, les parents, moi j'ai ma mère en vie encore, je la vois toujours jeune, maman. On ne s'imagine pas qu'ils vont partir un jour. C'est vrai. Et maman avait trouvé ça très dur hein, de rester seule. Hein. Très, très dur. Je me rappelle quand j'étais retourné à l'été, elle m'avait dit « Retourne faire tes études ». Quand j'étais retourné chez nous, elle m'avait raconté l'année affreuse qu'elle avait passée, hein, toute seule, à s'habituer à ça. Après tant d'années, hein, quand ça fait 40 ans que les gens sont ensemble, hein, ça faisait 41 ans chez nous. Alors, à ce moment-là, se réhabituer seule, là. Maman était déchirée. Ça doit, hein. Puis à part de ça, tomber dans une solitude, une espèce d'ennui, là, tu sais, où tu évoques toujours les souvenirs quand tu es avec. Alors, c'est très dur de se réorganiser. Mais j'ai eu une grande joie, c'est que maman est venue me voir à la fin de mon séjour à Rome. Elle est venue. Avec ses 2 sœurs, qui est Rose, qui vit toujours, puis Edith, qui est décédée elle aussi maintenant. Alors, les 3 étaient venus. Et ça, on avait fait un voyage d'1 mois ensemble. Ça avait été extraordinaire. Un cadeau incroyable. Absolument, absolument. Elle était curieuse de voir où son fils vivait, voir l'Europe. Étiez-vous retourné au pays de vos ancêtres? Mais j'étais retourné à un moment donné faire un tour en France, aller faire un tour même. Par curiosité, retourner aux sources en pèlerinage. Oui, c'est ça, oui. Puis aller faire un tour même dans le petit village de Brohin, d'où les Arvisais viennent, tout près de Dijon. Ah. Alors, ça m'avait plu. C'est tout près même de Beaune, d'où vient le bon vin de Bourgogne. Votre mère était restée longtemps en Europe? 1 mois. Ça avait été un voyage d'1 mois.
Elles étaient arrivées à Rome, on avait visité comme il faut Rome, et je me rappelle aussi que, vous savez comment est-ce que c'est que la ville de Florence est belle, on était allé à Florence. Et ce qui me frappait beaucoup, c'était de voir comment est-ce que c'est que ces trois femmes-là, qui avaient une moyenne de 66 ans, dans ce temps-là, maman avait 64, l'autre avait 66 et l'autre 68 ans. Est-ce que c'était leur premier grand voyage? Oui, il y avait ma tante Rose qui était déjà là en Europe, puis maman, elle n'était jamais sortie. Alors, elles étaient traversées de Montréal à Rome. On avait visité Rome comme il faut. Et ce que je trouvais fort, c'était comment est-ce que c'est que le beau les attirait. Comment est-ce que c'est qu'elles étaient enthousiasmées et émerveillées de tout ce qu'elles voyaient de beau. Soit dans un musée, ou encore un son et lumière qu'on allait voir. Elles mangeaient de tout, puis elles vivaient exactement adaptées comme si ça avait été, je ne sais pas moi, de se retrouver ici à Québec ou à Montréal. Ça m'avait émerveillé. C'est que les trois femmes, pour moi, étaient d'un équilibre extraordinaire. Elles étaient bien partout. On est allé à Assise, on est allé à Florence, on est allé jusqu'à Venise. Puis elles avaient pris l'avion ensuite de Rome aller à Paris. Puis je me rappelle qu'à Paris, on avait visité Paris, mais on avait des amis tout près sur le Loire, un affluent de la Loire, où on était allé à Traux. On s'était retrouvés là, chez des amis français. On avait passé une semaine du côté de la France. Et ce mois-là, ça avait passé comme un vrai plaisir. Ça avait été extraordinaire. Extraordinaire. Assez quand on en parlait, on regardait les photos, les diapositives et tout, c'était rempli de, je dirais, de soleil et de sourire, comme ces jours. Ça avait été extraordinaire. Parmi toutes ces belles choses que vous citez, on oublie le Saint-Père dans tout ça? Oui, le Saint-Père, mais vous comprenez que le Saint-Père, quand on est à Rome, on est allé à une couple d'audience. Oui. J'ai eu la chance, moi, d'aller le voir en passant comme secrétaire de l'ancien archevêque de Rimouski, Monseigneur Louis Lévesque. En passant pour... Oui, parce qu'à ce moment-là, il m'avait demandé de l'accompagner, puis pour la circonstance, j'étais son secrétaire. Ah, ben c'était une bonne occasion. Ben oui, une bonne occasion. C'était le 28 février 1970. C'était Paul VI, C'était Paul VI. Je me trompe, oui. Ouais, ça avait été un beau moment, ça aussi. Alors, pour moi, ça m'avait donné l'occasion à la fois d'approcher tout ce monde-là. Mais nous autres, quand on étudiait, on ne gravitait pas autour du Vatican comme tel. On allait, comme les autres, peut-être en touriste. En touriste, oui, oui. Parce qu'on faisait du tourisme aussi, nous autres, quand on était là. Mais j'imagine, il fallait vous détendre Absolument. à certains moments. Mais c'était les musées le dimanche matin, par exemple, ou quelque chose du genre, des visites. Parce qu'on ne peut pas être au cœur d'une civilisation aussi importante, puis ne pas aller visiter, ne pas, avec le guide, là, aller voir un peu, fureter dans tous les musées de Rome, de Florence, surtout Florence aussi, qui a des musées extraordinaires. Ça, c'était une richesse. Oui. Puis le musée du Vatican, évidemment, aussi. Puis votre cours classique a dû refaire surface. Oui, beaucoup. Vous avez dû voir sur Tout ce qu'on ne comprenait pas dans le temps, qu'on voyait juste dans nos livres, on pouvait le voir sur place. Ah oui, c'est impressionnant de se trouver dans l'endroit où les choses ont eu lieu. Exactement. Et finalement, vous êtes revenu... en 70. En 70. En 70. C'était pas facile quand le retour... Là, disons qu'on va en parler la semaine prochaine, si vous le permettez. Ça me fera plaisir. Alors, je pense que c'est une heure très réussie que nous avons passée ensemble. Mais je sens que vous avez encore tellement de choses à dire, Monsieur l'abbé, ça va prendre une seconde. Et chers amis, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Si vous voulez nous rejoindre, c'est le 373-1261. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.